Ok, je vous laisse clapper. Ah, moi j'ai clapé 2 fois. Ouais, bah c'est bon, c'est pas grave. Bon, ça fait pro, mais ça a vraiment une utilité, c'est pas juste pour se la jouer. Ok. Un peu quand même. Un peu quand même. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Autour d'un cocktail, un podcast où on parle de spiritueux et de cocktails avec des gens de bonne compagnie. Aujourd'hui, je suis à la maison Colombier à Villette-de-Vienne en Isère, où je reçois Gwenaël et Stéphane, ou plutôt ils me reçoivent au domaine Colombier, devant ce magnifique alambic. Aujourd'hui, épisode spécial où pour la première fois le podcast est en vidéo, donc on espère que ça va bien se passer. L'équipe technique est au complet devant la caméra, donc voilà. On prie pour que ça se passe bien. Donc vous pourrez retrouver cet épisode sur ma chaîne YouTube Cocktail 101. Je suis donc reçu par Stéphane et Gwenaël. Donc messieurs, bonjour. Bonjour. Devant cet alambic, comme je disais, de la maison Colombier, est-ce qu'il a un petit nom cet alambic? Et non, on l'a pas baptisé encore. Vous l'avez pas encore baptisé? On va l'appeler Mathieu, on va voir ce que tu nous fais aussi au niveau cocktail. Eh ben, parfait, ça me permet une transition. Donc, avant d'aller plus loin, ce podcast s'appelle Autour d'un cocktail parce que, comme la tradition le veut, nous allons discuter autour d'un cocktail. Et donc, j'ai évidemment travaillé la poire de la maison Colombier. Aujourd'hui, pas de préparation de cocktail, j'ai tout préparé en amont. Je vous ai travaillé la poire de manière assez... Je voulais travailler la poire de manière assez simple. Et finalement, c'est pas simple du tout. La poire, c'est quelque chose qui est assez dur à travailler. De toute façon, on le sait, le goût peut vite se perdre. Donc, ce que j'ai réalisé, ce que je vais vous propose aujourd'hui, c'est un tiramisu colombier. Un tiramisu colombier que j'ai fait donc à partir de l'eau de vie à 50, du jus de poire de la maison Colombier, de bitter au cacao, de liqueur de café, de solution saline et de sirop d'agave, que j'ai ensuite clarifié au mascarpone. Donc le mascarpone, le fromage. Clarifié, en fait, ça veut dire que on l'a rendu transparent avec ce produit, mais qui reste pas de mascarpone dans le cocktail. Donc je l'ai réalisé le week-end dernier, en amont, pour être sûr que je vous propose un truc qui tienne à peu près la route. J'ai fait plusieurs essais et ça évolue un petit peu les clarifications. Allez, on va mélanger ça. Donc il était au frais, mais on va le remélanger pour lui donner une petite dilution qu'il n'a pas encore. Et comme on n'est pas des animaux, on va mettre une petite garniche. Donc, c'est beau. Ouais, j'ai fait sécher des poires, mais c'est pas des poires de chez vous. Parce que vous m'avez tout foutu à fermenter. Eh oui. Voilà. Donc, moi, je peux pas travailler, donc je suis obligé de prendre des poires. C'est une poire Williams rouge. Ok. Ça. C'est ce que vous avez, non? C'est les grosses que On vous a avez? des vertes, nous. Mais Les vertes, voilà. C'est ce que la je me rouge, suis c'est bien dit. aussi. Bah, j'ai choisi aussi, c'était surtout une question de taille. Parce que les vertes, elles sont quand même assez grosses et ça rentrait pas dans le verre. Hop. Voilà, messieurs, donc le tiramisu colombier. Bon, à ta santé. Ah bah, à la vôtre, Et bienvenue. Ben, merci de me recevoir. Alors, du coup, avant d'aller plus loin, messieurs, Stéphane, Gwenaël, présentez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis gérant de la maison Colombier depuis 2006. C'est une entreprise qu'on a reprise avec mon épouse, qui existe depuis 1930, qui a été créée par Johannes Colombier, d'où le nom, qui a été ensuite reprise par sa fille en 1973 avec son gendre. Et son gendre était chimiste et a construit cet alambic-là. Et nous, on s'est rencontrés en 2005, il souhaitait vendre et on a repris l'entreprise et l'histoire de la famille avec. D'accord. Donc c'est pas le premier alambic de la maison. Alors, si, c'est le premier alambic parce qu'avant, Johannes Colombier faisait distiller par un distillateur ambulant. D'accord. Donc, c'est le premier alambic. C'est vraiment Renaud Barbaluc-Lozel, donc notre prédécesseur, le gendre de Johannes, qui a mis en place la façon de faire et le process avec la distillation, la conservation de l'alcool, etc. Et les séparations, tête, cœur, queue, etc. Ouais. D'accord. Et qui a construit cet outil-là vraiment sur mesure avec l'objectif de ne faire que de la poire. D'accord. Donc toi, t'es gérant du domaine. Donc Gwenaël, toi, tu rejoins l'aventure Et ben moi j'ai rejoint l'aventure du coup en 2019. Moi je suis natif de Villette et j'ai fait on va dire que j'ai fait toutes mes classes ici, de stagiaire, apprenti, salarié. Et dans les mois à venir, on s'associe. Félicitations, je sais pas. Merci Félicitations. Pour continuer l'aventure, une suite logique. Ok. Voilà. Bon, très bien. Et t'as oublié de dire, Pépite aussi. Pépite, tu viens? Tu montes? Non, Elle veut pas on verse les verres. Ouais. Bon, parce qu'on a aussi Pépite, du coup, le petit chien du domaine. Tu veux goûter aussi? Ouais, mais non, il colle pas, mon petit chien. Qui viendra peut-être nous dire bonjour tout à l'heure. Et donc, écoute, le domaine Colombier, donc, qui a été créé en
Tu m'as dit. Donc 1930. 1930, ok. Une grosse étape en 73 avec la création de cet Lambilla. Ouais. Puisque en fait, faut bien imaginer que, si tu veux, des années 30 à 72, on est sur une exploitation en polyculture élevage. Donc, il y a des poiriers, il y a des cerisiers, il y a des animaux, des vaches, des moutons. Okay. Et les choses se font progressivement. Et en fait, Johannes Colombier était ami de Fernand Point, donc il y avait la pyramide à Vienne, le premier 3 étoiles de France. Ouais. Et ils ont eu l'idée de distiller les poires qui tombaient par terre au départ en se disant, on va pas gâcher quand même. Donc, ces poires-là étaient destinées à la distillation. Et la majorité des poires partaient en fait en caisse et par train pour la restauration, pour un fruit de table en fait. D'accord. Et pour les particuliers. Il faut bien imaginer qu'en fait la poire William au départ, elle a été produite dans la région du Rhône septentrionale. Il n'y en avait pas ailleurs en fait. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui parce que c'est une région où il y a moins de fruitiers. Il y en a encore certes un peu, mais on la voit plus dans la vallée du Rhône, un peu plus au sud. Okay. À l'époque, c'était vraiment ici que ça se faisait. D'accord. Et c'est pour ça que c'est parti d'ici. Ok, donc la première maison de France à avoir distillé du monde. C'est en tout cas ce qu'on a retrouvé sur des écrits même de distillateurs alsaciens, ouais. Qui ont quand même une grosse tradition de distillation. Et les écrits disent que la poire William, l'eau de vie de poire William est partie d'ici en France. D'accord. Dans la vallée du Rhône. Et donc en association avec le restaurant La Pyramide ou... Oui, ouais, tout partait à la Pyramide au départ. D'accord. Et puis, forcément, comme tous les étoilés ont été formés, enfin les anciens étoilés à la Pyramide à Vienne, tous les étoilés connaissaient la maison, quoi. D'accord. Donc on a encore des relations assez fortes aujourd'hui avec Patrick, qui est le chef de la Pyramide. Ouais. Même s'il a pris sa retraite il y a pas longtemps. Patrick Henriroux. Voilà, Patrick Henriroux. Qui a pris sa retraite? Ouais, et il prend sa retraite. Je sais pas s'il la prendra vraiment un jour. Mais oui, maintenant, c'est une succession aussi familiale. Il y a son fils et sa fille dans l'entreprise. Etc. D'accord. Donc l'aventure continue. Mais typiquement, Patrick, nous a reçus dès le début quand on est arrivé, nous, en 2006. Ok. Avec beaucoup de courtoisie et on est devenus assez proches. On a fait pas mal de choses ensemble. Ok. Voilà, donc les maisons sont liées effectivement. On a aussi un autre étoilé sur le secteur qui est Philippe Girardon avec le domaine de Clairefontaine, qui est dans le même état d'esprit. Bon, c'est des gens dont on est proche. Voilà, les maisons sont des maisons avec un esprit familial fort. Ouais. Et okay. voilà, et on a des plaisirs à se retrouver. Ok. Et il propose la poire comme ça à boire ou est-ce qu'il la travaille en cuisine? Il la travaille les deux. Les deux. Okay. Les deux. Ils ont aussi, ils font aussi des cocktails. Hein, oui. On avait fait d'ailleurs une soirée au bar de la Pyramide avec. Comment il s'appelle déjà le bar? C'est un truc bleu, non? Oui, c'est un truc bleu et j'ai mangé le nom. Je sais plus, mais il a ouvert il y a pas si longtemps parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps qu'il y avait ce bar-là et je suis passé. Ouais, c'est vraiment une belle ambiance. On avait fait une soirée justement autour de la poire avec le barman et tout là-bas en soirée et c'est vrai qu'ils ont des ambiances qui sont sympas, que ce soit le PH3, que ce soit le gastro ou le bar. Ça permet d'avoir différentes ambiances dans un même lieu. Et puis c'est très professionnel, quoi. Enfin, voilà, c'est des gens qui nous tirent vers le haut, mais Philippe Girardon avec le domaine c'est pareil. C'est des gens quand on les côtoie qui incitent à faire de son mieux déjà, donc qui mettent une certaine pression parce que je veux dire quand on sert ces maisons-là, on a envie de leur donner le meilleur et on se doit de leur donner le meilleur. Et quand on les voit travailler, on se dit qu'il faut qu'on soit à niveau, quoi. Voilà. Mais dans tout ce qu'on fait, il faut être exigeant. Ouais. Voilà, comme toi pour tes émissions, pour la construction d'un cocktail. Voilà, il faut toujours essayer de donner le meilleur de soi-même. Et du coup, donc en termes d'activité, vous faites la poire. Parlez-nous d'un peu de tout ce que vous faites. Finalement, vous faites que de la poire. Est-ce que vous faites autre chose, etc. Je laissais Gwen, la jeunesse, te parler de l'activité. Nous. Alors attends, on a quelqu'un qui va intervenir. Viens, Pépite. Pépite. Voilà. Eh oui. Voilà. Salut, tu dis bonjour. Et voilà. On a Pépite aussi, ouais. Bon. Qui ramasse les poires, l'été. Tiens, regarde. Pépite. Viens, Pépite. Regarde. Allez, c'est cadeau. Oh là là. Même Pépite a droit à la poire. Bon, il n'y avait pas d'alcool, heureusement. Mais, si, je l'ai trompé.
Oui, je vais laisser Gwen te parler de l'activité. Moi, je t'ai parlé de l'histoire. Je fais plus partie De l'histoire? de l'histoire. Pas encore, non? Je suis ancien. Il va te parler de l'activité, de la dynamique, puisque c'est important justement. C'est vrai qu'on est sur un produit qui est ancien. Ouais. Qui a une image un peu vieillotte même. Voilà, on va voir, on le dépoussière et tu l'as dépoussiéré un peu avec le cocktail. Et donc lui, il la dépoussière aussi autrement avec d'autres développements. Ouais. Eh ben ouais, pour les activités, du coup, on va parler d'abord de la production, qui est la base de notre métier. Et, sans production, il y aurait pas grand-chose et on serait pas grand-chose parce que la production nous tient à cœur. Donc 7 hectares de poirier William. Okay. Voilà, des arbres datant de 1896. Donc, on a la chance de pouvoir travailler aujourd'hui l'un des plus vieux vergers poiriers William de France. Ah oui, et c'est combien de temps l'espérance de vie d'un poirier? Et bah, c'est le plus long recul aujourd'hui qu'on a, c'est cela. Ah. Donc, et vous êtes déjà sur une dynamique d'essayer de replanter ou pas? Parce que je pense au vignes, mais c'est vrai que je m'y connais plus au niveau du vin, mais... Bah, en 2009, Stéphane a replanté une plantation. D'accord. Aujourd'hui, avec le climat, bah voilà, nous on est confrontés forcément en tant que producteur. On n'a jamais réussi à avoir une vraie récolte sur ces arbres de 2009. Sur les nouveaux, voilà, okay. Plantés en 2009. Donc voilà. Heureusement qu'on a ces vieux arbres qui sont bien enracinés. Et, ah ouais. Voilà. Ils sont plantés au même endroit sur les mêmes terrains, j'imagine. Sensiblement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est simplement c'est l'hiver qui est trop. Ouais, et puis il faut un équilibre pour le poirier, c'est long. D'accord. C'est un arbre qui met longtemps à venir à fruit aussi, on le savait. D'accord. Mais c'est vrai que puis malgré tout, depuis 2017, on a vraiment des aléas climatiques qui sont majeurs et répétés. Ce que je vais vous demander, parce que moi, alors j'y connais pas grand-chose en poire. La poire, c'est un fruit pas d'automne, mais fin d'été, c'est ça? Été même, parce que... Été, ouais. Alors, si tu veux, t'as la Guyot qui va être en premier, fin juillet, et la William enchaîne, donc on ramasse en août. Hein, nous. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais quand je t'ai contacté. Donc vous avez ramassé en août, mis en fermentation courant septembre, en gros. Et d'accord. Et vous avez les aléas climatiques, justement, sur les fleurs au printemps, quand il y a les dernières gelées, sur les seins de glace, des trucs comme ça, ouais. Bah justement, ces dernières années, on a été fortement impacté par ces gelées-là, tardives au mois d'avril. Nous, on n'a pas de moyen de lutte contre le gel. Ouais. Les bougies qu'on connaît, surtout dans les vignes, c'est des sommes qui sont très onéreuses, quoi. Sur un arbre. Voilà, on n'a pas l'irrigation pour avoir ce système d'aspersion qui va faire une coque de glace autour de la fleur et du coup garder à l'intérieur de la coque zéro, quoi. D'accord, ok. Pour éviter que ça gèle. Donc voilà, nous on est complètement tributaire de la météo. Voilà, le verger planté en 2009 est sur un couloir de grêle aussi. D'accord. Et donc, il faut savoir que quand les arbres prennent la grêle, l'année d'après, ils vont refaire que du bois. Ah oui. Donc, on sait que dès que ça grêle, on a perdu l'année de récolte en cours. Et l'année d'après. Et l'année d'après. Voilà. Mais ça, de toute façon, c'est les aléas de l'agriculture, c'est vrai que c'est... Donc ça, c'est pour les vergers. On a aussi un autre atelier de production à côté. C'est 180 hectares de céréales en bio. Les vergers sont passés en bio d'ailleurs en 2021. Ok. Voilà. Parce que les vergers sont au centre du village, à côté de l'école primaire. C'est Stéphane qui était là avant moi, mais on a grosso modo la même éthique là-dessus. Balancer du phyto et du produit à gogo, c'est ni dans ses mœurs ni dans les miens. Donc le passage en bio s'est fait assez naturellement. Ok. En fait. Et voilà, donc un atelier aussi de 180 hectares de céréales en bio. Voilà, donc après avec des cultures qu'on peut retrouver, nous qu'on a la chance de vendre au magasin, comme des lentilles par exemple. Ouais, ok. Voilà. Et donc après, pour la suite des activités, donc là on était sur la partie production, grosse activité de commercialisation. Un magasin ouvert 5 jours sur 7, du mardi au samedi. Okay. Et donc un accueil fait par Valérie, notre vendeuse, qui est là aussi depuis 2019. Et une grosse partie commercialisation aussi chez les professionnels, avec à peu près 1000 clients pro. Okay. Surtout sur le bassin Rhône, un peu Savoie, Haute-Savoie. On fait des expéditions partout en France, un petit peu à l'étranger. Okay. Ouais, on va faire un clin d'œil au Georges V quand même, à Paris. Ouais. Ah oui. Ouais, quand même. Ok, d'accord. C'est Eric Baumard qui est un sommelier qui est très en place depuis longtemps.
qui était sur la Loire, qui est déjà passé dans la maison, qui est venu goûter directement. On travaille aussi avec le Georges V et c'est une maison un peu particulière. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que on a toujours tous les ans la carte de vœux écrite à la main et tout. Ah oui. C'est toujours une attention un peu particulière, quoi. Et il y a que qui font ça. Okay. On a le Café des négociants aussi à Lyon qui envoie une carte de vœux. Mais voilà, le Georges V, Éric Baumard et le sommelier, et voilà, font un petit mot, c'est toujours sympa. Ok, c'est marrant. Et du coup, sur les clients, donc c'est principalement des restaurateurs ou... Hôtel, caviste et restaurant. Ouais, caviste aussi. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Et après, c'est vrai que nous, notre point fort, ça va être notre magasin, notre boutique à la ferme. Ouais. C'est un magasin qui est très particulier. Pour plusieurs raisons. On a tout type de clients. On peut avoir aussi bien Madame Michel qui vient chercher son livre ou son fromage. Qui a perdu son chat. Elle l'a retrouvé. Oui, elle l'a retrouvé puisque on a des bons vétérinaires autour là et en fait il était un peu souffrant et elle l'a fait opérer. Ouais. Et ça a été assez salvateur d'ailleurs pour elle. Mais voilà, donc on a Madame Michel effectivement. Ouais, okay. On peut avoir aussi bien Madame Michel qui vient chercher son fromage ou son livre. Ouais. Et le roi de Suède ou la délégation comme cette année de Suède au Bocuse d'Or. Ou un groupe d'Américains qui viennent visiter. Qui était venu au CIRA à Lyon, qui sont venus. Ouais, on a des. C'est comme il dit, c'est vraiment un magasin. Quand tu ouvres la porte, quand il y a quelqu'un qui passe la porte, tu sais jamais qui ça peut être. Donc effectivement, t'as Madame Michel, notre voisine, voilà, qui a 90 ans, et puis tu peux avoir des Anglais qui vont ouvrir en disant que ils savent que tu parles anglais parce qu'ils sont déjà venus, ou des gens. Je me rappelle du début, où j'étais là, où il y avait un Américain qui faisait le tour de France de toutes les grandes maisons. Et il arrive un samedi et il me dit, je fais le tour de France de tous les vignobles et vous êtes sur ma liste. Et avant de partir, il me dit, est-ce que vous pouvez me dédicacer l'étiquette? Ah ouais. Voilà. Et donc j'ai dédicacé l'étiquette. Alors il y a des dédicaces comme ça. Je suis en dédicace chez un caviste qui avait fait signer son mur et il avait la signature de Chabal. Et le jour où j'arrive, il y avait Chabal qui était passé la veille, je crois. Et il me dit, vous pouvez me mettre un mot sur mon mur et dédicacer le mur. Et donc on a tous ces côtés-là. Alors c'est assez folklorique et puis nous on n'est pas forcément là-dedans et c'est toujours un peu un moment surprenant. Mais on a ça effectivement où tu sais jamais trop qui va rentrer. Ouais. Ah ouais. C'est marrant. Parce que c'est vrai qu'on est à Villette-de-Vienne. Alors moi j'habite vraiment à côté. Ouais. Et je me suis dit mais la maison Colombier, elle est juste à côté, mais il faudra peut-être que j'aille voir quand même. Ouais. Alors ça fait 4-5 ans que j'habite ici. Mais je me dis putain, je suis jamais venu. À l'entrée de Villette-de-Vienne, donc en gros le village, il y a une poire en métal. Il y a une poire en métal sur le petit terre-plein du milieu. La commune a souhaité mettre cette œuvre qui est faite d'ailleurs par quelqu'un de Chuzel, Marc Stora, qui a fait différentes œuvres, des très belles œuvres sur inox. Et ils ont fait ça en l'odeur de la maison. Alors ça aussi on a été un peu gênés parce que il y a que nous qui produisons de la poire à Villette et moi ça me gêne toujours quand on fait que pour une maison. Mais c'est assez significatif de la place de la maison sur la commune. C'est une vraie richesse et à la fois même dans notre développement des fois on se dit une vraie pression. Une vraie pression parce que on se verrait pas tu vois quand on est comme dit Gwen on est producteur et nous on est en phase avec le climat, c'est-à-dire qu'on se dit il faut qu'on s'adapte quoi, on doit s'adapter. Donc si demain il faut plus faire de poire parce qu'on n'y arrive plus, que c'est plus en phase, il faudra faire autre chose. Mais c'est super difficile parce que ni lui ni moi ne voyons dire aux habitants on a enlevé les poiriers parce que de toute façon tu vois ils vont vous foutre dehors, ils vont vous lapider. Donc, vous avez le poids de la maison finalement. Il y a un vrai poids. Tu m'as dit le 1900 30. Ouais bientôt ça va être les 100 ans là. Ouais. Ouais. Ça repose sur tes épaules les 100 ans. Ouais. Il paraît. Il paraît. Et voilà. Vous avez prévu quelque chose en avant-première, vous nous dites ça? Non. Pas encore? Non, c'est. À part du stress, y a rien. Même si on est plutôt des gens qui anticipent et on aime bien prévoir les choses à long terme, là c'est encore un peu trop loin. Ouais, c'est un peu, il y a un peu de temps là quand même. Ouais, il y a 5 ans. Ouais. C'est toujours, voilà, on sait pas, non, ça vraiment, et puis. Puis les anniversaires, c'est pas notre fort. Ouais. C'est ça. Ok. Effectivement, c'est bien dit. Ok. Donc, d'accord. Et je vois, alors, pour repartir sur la gamme, donc ce que vous faites, donc les céréales, etc. Et en termes de gamme, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez de la poire, vous avez des liqueurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Eh ben, donc oui, sur la poire, donc en fait, Stéphane et Sophie, du coup, quand ils ont repris en 2006, il existait que la 50 degrés et la 43 degrés. Donc les deux eaux de vie. Les Audi qui piquent. Celle de tonton dans le fond du placard. Elles piquent pas tellement parce qu'elles sont bien distillées. Non, elles sont voilà, c'est ça. Mais attention à ce que tu dis, quand même. C'est la poire. On t'a invité, si tu voulais être courtois, Pauline. C'est pas mon style. C'est pas la vulgaire gnôle de papy. Non, voilà. À 70. C'est la gnôle, mais c'est la gnôle Colombier. Voilà. Et donc, on était dans cette démarche de diversification. Donc là, ce qui concerne la poire, Stéphane a créé 2 liqueurs, la 33 degrés et la 20 degrés. Ok. Voilà. Aujourd'hui, pour s'adapter en fait à tous les palais, c'est important de se diversifier au goût de chacun aussi. Et puis voilà, on va pas faire le slogan sur l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur l'alcool, c'est sûr que à la fin du repas, bien souvent le quota d'alcool est déjà dépassé pour pouvoir prendre un Dijon. D'accord. Et nous, c'est quand même un produit digestif qui se boit en fin de repas. Voilà. Et après, du coup, toujours dans cette démarche de diversification, Stéphane a créé la menthe et la verveine. Et je vais laisser. Disons que Gwen comme moi, on a besoin de faire mouliner nos cerveaux, donc on est toujours en train de créer. Donc oui, on est assez fan des associations, donc il y a effectivement les liens avec les restaurateurs, mais on a plein d'artisans, et notamment Rémi Breuil qui fait des plantes sur Serpèze, et qui l'année dernière me dit j'ai plein de verveine. De feuilles de verveine, parce qu'il fait des tisanes, il fait des super tisanes, et il ramasse tout à la main, il fait sécher, il ensèche à la main, enfin c'est un boulot de dingue, et puis c'est un homme en or, voilà, gentil, bref, et il me dit j'ai des feuilles de verveine, et moi ça a fait bingo, je me suis dit tiens attends on pourrait faire une liqueur quoi. Donc on a acheté de l'alcool neutre, et on a fait une liqueur à la verveine citronnée, donc on appelle la vervienne, quand même. Évidemment. Mais là, parce que notre ami est aussi assez créatif au niveau des noms, donc on va lui rendre à Rémi la vervienne. Et la démente, là aussi, avec de la menthe poivrée de chez lui. Et là, on le doit au brasseur, à Samuel Bazin, qui fait des bières, qui était sur Sessuel, et là qui a déménagé sur Chaulin, et qui est aussi, qui fait partie de notre réseau de gens proches. D'accord. Qu'on aime bien. Et qui nous fait une bière à la poire. Une bière à la poire. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc là, elle est en train d'être fabriquée. Ah, elle est en train et il l'a déjà fabriquée. Et il y a des fois des problèmes de stabilité, faut reconnaître. La poire, c'est chiant. Ouais, la poire, c'est super dur à travailler. Ouais. Donc à la fois, il a eu des fois du mal à faire ressortir la poire. Et puis des fois, du coup, quand il en mettait trop, parce qu'il travaille avec de la poire fraîche, qu'il met dans son brassin. Et du coup, ça fait trop de ferme. Et du coup, ça fait champagne. Alors, on avait hésité à se reconvertir pour les podiums, tu sais, parce que tu n'avais pas besoin de la secouer, elle te crépissait à la maison. Ah oui. Donc, il y a toujours cette difficulté-là. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en or et il nous fait une bière à la poire qui est top, en règle générale. Et c'est lié au fait que tu récupères justement les levures sur la peau, ou c'est juste que c'est le sucre de la poire? Un peu les deux, et du coup c'est difficile à quantifier si tu veux, et donc quand il met sa dose de sucre, il y a des fois où au contraire la fermentation elle est trop vite et ça a tout mangé, et quand il met le sucre il se passe rien, il n'y a pas de bulle, et des fois il reste trop de matière, et là ça fait vraiment trop de bulles. Donc c'est assez compliqué, la poire comme tu l'as dit au début est compliquée au niveau de la finesse de ses arômes, et là pour le coup sur la bière c'est compliqué au niveau de la matière. Bah surtout s'il travaille de la matière fraîche, en termes de saisonnalité, il est obligé de faire... Alors il congèle. Hein. Ah, il congèle, et ça se tient. Ok, très bien. Et donc après, donc on diversifie comme ça. On a fait des chocolats, on fait des chocolats à l'eau de vie, de poire, à la liqueur, à l'eau de verveine, de menthe aussi, avec un chocolatier qui est à Lyon, qui est la chocolaterie Janin, avenue de Saxe, qui nous fait des chocolats depuis longtemps. Donc on fait ça et on diversifie autour d'associations en fait d'artisans. En général, il faut qu'on ait plaisir à travailler avec. Tu vois, quand on t'a rencontré la première fois, voilà, ça a matché. Souvent, c'est ce que nous dit Rémi, il faut qu'on soit câblé pareil. Donc, on a besoin de ça. Et donc, régulièrement, on rencontre des gens, des jeunes, des fois, qui se montent. On se dit, tiens, c'est un match, on va faire des choses ensemble. Là, pour la confidence, on va créer une boisson, mais sans alcool. D'accord. Avec des jeunes qui ont monté les boissons Cévennes.
qui sont à base de plantes. Et donc c'est gazeux. Ouais. Ils font une macération. Et là, on va faire une boisson avec de la poire gingembre, qui pourra sûrement servir dans un de tes cocktails. Ah bah On- oui, poire gingembre, on a une ça idée. peut être très bien. On On a une idée. Excellente transition. Donc, comment vous me trouvez ce petit... Alors, on avait dit au début, vous êtes gentil. Vous voulez dire que du positif? Non, c'est ça qu'on avait dit. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, du comme coup? tu l'as vu, on est assez frontal, donc c'est toujours difficile d'être malhonnête en étant honnête, quoi. Ouais. Non, c'est bien. C'est super. Ouais. Ouais. J'avais une vraie appréhension là quand Quand je t'as t'ai dit dit café. mascarpone, un café? Ouais. Alors, nous on fait un tiramisu à la poire, Ouais. mais pas liquide, Bah non. et on met pas de café. On met Mm. du chocolat, on met de l'eau de vie de poire, on met de la poire entière, puisqu'on fait aussi des poires au sirop, voilà, et on fait un mascarpone. Donc le mascarpone me faisait pas peur parce qu'on avait ce lien-là, on l'avait, on le connaissait. C'était plus le café. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que justement le café est quand même vite très présent. Et j'avais vraiment peur qu'on perde complètement la poire, quoi. Bah, donc j'ai utilisé une liqueur de café, la Mr Black, pour ceux qui connaissent, qui est vachement sympa. Elle est très peu sucrée, très forte sur le goût du café. Après, c'est pareil, c'est une question de dosage. Et Ouais. le bitter au cacao, donc le bitter, c'est vraiment des produits. Donc le bitter, en fait, dans un cocktail, c'est le sel et le poivre. Alors je sais pas si on va vraiment pouvoir sentir, mais ouais. Tiens, je te laisse sentir. En gros, c'est les concentrés d'arômes, c'est amer, parce que l'amertume en fait va lisser un petit peu tout. Tu mets dans un cocktail qui est équilibré mais qui a des petits défauts, tu vas lui mettre un peu de bitter qui va rentrer en concordance avec le cocktail. Ça va l'arrondir, ça va le lisser. En fait, ça va pas l'arrondir, ça va le lisser un petit peu et ça va remettre tout le monde d'accord. Donc le côté cacao, je l'ai ramené avec un bitter, le côté café avec cette liqueur qui était très bien. Je te coupe d'ailleurs, tu sais quand même qu'on a un torréfacteur à Vienne. Ouais. Avec qui on travaille d'ailleurs, avec qui on prend le café, on pourrait peut-être monter la sauce. Je vais pas te dire d'où vient la Mr Black parce que elle vient d'Australie. Mais voilà. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire pour le coup dans le travail de ce cocktail, c'est que cette liqueur elle coûte une blinde. Et du coup, je me suis dit, ce serait autant l'essayer avec du cold brew. Donc le cold brew, c'est une infusion de café. Tu fais dans de l'eau froide en fait. Tu faut broyer le café, les mettre dans de l'eau pendant 12 heures, on filtre et ça fait un cold brew. C'est un café froid, mais qui a infusé à froid, surtout. Et ça, c'est intéressant. Du coup, j'ai essayé de travailler ça, parce que du coup, la liqueur que j'ai utilisée, toutes les liqueurs de café quasiment sont travaillées en cold brew, et j'ai eu beaucoup plus de mal à l'équilibrer. Donc là, j'ai une bouteille dans le frigo que j'ai ramenée, qui est ma bouteille d'essai. Tous mes essais qui n'ont pas été concluants, qui sont un peu moins équilibrés, je les ai remis dans une bouteille, donc éventuellement on pourra goûter après, vous pourrez me donner votre avis, voir comment ils ont évolué aussi. Et ouais, parce qu'ils que ont été faits, c'est ce que j'allais te demander, comment c'était frais. J'imagine que tu avais encore un peu plus la poire, non? Pas forcément. Non. Un petit, ouais. Parce qu'on avait eu ça, si tu veux, avec le chocolatier. On avait fait un chocolat, mais pas liquide. Voilà, avec une ganache. Ouais. Et frais, il avait trouvé que c'était super bon, et quand il m'appelle 10 jours après, c'était complètement passé, si tu veux. Donc ça évolue, et c'est vrai que la poire a tendance à plutôt disparaître que prendre le dessus avec le temps. Alors pour le coup, c'est vrai que là en goûtant, peut-être que j'avais un peu plus il y a une semaine. Sur les autres, ça va être encore plus flagrant, où je me suis dit, j'ai un peu trop le chocolat, j'ai un peu trop le café. C'était pas assez équilibré, finalement, j'ai essayé d'équilibrer avec du sucre, mon cold brew, pour essayer d'en faire pas une liqueur sans alcool, mais voilà. Et à la fin, donc la version que je vous sers maintenant, elle est faite avec cette liqueur. Finalement, j'ai laissé tomber le cold brew parce que dans le process de travail, j'arrivais pas à trouver un équilibre correct. Mais c'est voilà. Donc c'est assez. Généralement, c'est rigolo parce que quand on dit qu'on fait une clarification mascarpone, une chose comme ça, généralement c'est la partie qui va bugger sur les gens, te dire tu vas nous foutre du fromage dans le. Est-ce que tu peux nous expliquer techniquement La clarification ? Ouais. Alors, la clarification au lait ou au produit laitier, en fait, la clarification, ça vise à rendre un cocktail transparent. Donc là, j'ai mis votre jus de poire dedans. Donc là, il y a votre jus de poire, qui va apporter aussi un goût de poire. C'est pour ça que j'ai voulu en rajouter pour complémenter l'eau de vie. C'est complètement transparent, en fait. C'est pas incolore. Simplement, les particules ont été filtrées. Elles sont filtrées par le produit laitier. Okay. Et il y a deux process quand on fait ça. Il y a la clarification, qu'on peut faire avec un produit laitier, qu'on peut faire avec de l'agar-agar, par exemple, qui va en gros emprisonner les particules, les agglomérer, on va le filtrer, les particules vont sortir du cocktail. Et quand on le fait avec un produit laitier, il y a un processus de fat wash qui se passe, c'est-à-dire que le fat wash, c'est quand on fait passer le goût d'un corps gras dans de l'alcool. Voilà, on prend une vodka, on fout de l'huile d'olive avec,
la vodka aura le goût d'huile d'olive. Hein. Quand on peut faire aussi un fatouage de coco, par exemple de l'huile de coco avec du rhum, on fait fondre un peu l'huile de coco, on le met avec du rhum, on laisse durcir, l'huile de coco va se mettre sur le dessus, le rhum aura pris le goût de l'huile de coco. Et c'est ce qui se passe aussi avec les produits laitiers, il y a le côté clarification, il y a le côté aussi fatouage qui va faire passer un peu le goût du mascarpone dans le cocktail. Et donc comment on fait cailler du lait? Alors ça aussi, ça a été un peu une bonne surprise quand j'ai travaillé ça. Il faut rajouter de l'acidité. C'est l'acidité qui va faire comme quand on fait un yaourt. Enfin, quand on veut faire cailler du lait, on rajoute de l'acidité, un petit peu de jus de citron ou juste d'acide, et ça va faire cailler le lait qui va emprisonner les particules. On filtre et c'est fini. Finalement, il est un petit peu stabilisé à l'acide citrique. J'ai vu le jus de pomme. Quoi? Tu nous excuses. Tu veux la refaire? Non. Non, je la garde. Donc le jus de poire, pardon. Et en gros, ça, alors pas énorme, ça se sent pas, voilà. Mais finalement, ça a suffi à me faire cailler mon mascarpone et à permettre de faire ces clarifications qui s'est passé nickel du premier coup. Donc ça, c'était cool parce que moi, j'avais envisagé de rajouter un petit peu d'acide malique ou des choses comme ça. Parce que acide citrique, je me dis, il faut pas que ce soit un cocktail acide, on doit pas être... Parce que Malik, c'est un copain à toi? Ouais. Et l'acide malique, non, pour le coup, qui est qu'on utilise dans le citron vert par rapport au citron jaune, il a un petit goût un petit peu, c'est différent, il a un petit goût sympa. Souvent, ça corrige, ouais. Voilà. Ça porte des fois des bonnes choses et des fois. Voilà. Et j'ai été agréablement surpris du coup de pas avoir besoin de le faire. Parce qu'en fait, ça s'est très bien passé comme ça, donc j'ai pas eu à rajouter de l'acidité dans ce cocktail. Okay. Et donc il est aussi rond qui devrait être, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu le process que j'ai. Donc à la base c'est vrai que j'étais parti sur faire du cocktail de la poire, essayer de lui rendre hommage pour voilà faire ça. Je suis parti un peu loin avec ce tiramisu. J'ai eu envie, j'ai essayé. Finalement je me suis dit bah ça fonctionne. Donc à la base c'était censé être on va dire un cocktail qui était facile à refaire à la maison. Donc là c'est sûr que se balancer sur un fatouche de mascarpone c'est pas forcément évident. C'est plus compliqué. Ouais. Mais voilà après j'ai eu pas mal quelques autres idées éventuellement je pourrais mettre en description des épisodes pour arriver à gérer une poire, mais voilà, tout ce qui est eau de vie, ce genre de choses, c'est vrai que ça peut être intéressant de les travailler comme on travaille, je sais pas, un mojito ou des choses comme ça, tout simplement. Hein, alors avec du tonic, attention avec ce qu'on peut utiliser, mais voilà, travailler en mojito, ça peut être sympa, travailler en... Mais c'est vrai que tu vois, nous, quand on a fait le cocktail, jus de poire, eau de vie de poire, liqueur de poire, parce que si tu veux vraiment retrouver la poire, il faut ça. Et nous, on a des produits qui sont assez directs. Mais d'ailleurs, quand on a fait les liqueurs de menthe et de verveine, l'objectif c'est de retrouver la plante, quoi. On n'est pas, on est des producteurs d'eau de vie et liqueurs directs, c'est-à-dire qu'on veut des arômes précis de poire et on n'est pas sur des produits complexes, contrairement à un cocktail. Ouais, bah oui, bien sûr. Et donc le cocktail, nous, quand on l'a créé, c'était vraiment aussi assez direct, poire, quoi. Donc effectivement, il pourrait être complexifié un peu, que ce soit avec du gaz, etc. Nous, on avait en plus la difficulté de vouloir le conserver, donc on était à plus de 15 degrés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette complexité aromatique. Voilà, à la base, pour le coup, je cherchais vraiment à mettre la poire en avant. Parce qu'on avait discuté quand on s'était rencontrés, de dire, en gros, la poire, il faut la mettre en avant parce qu'elle est super dure. Et donc oui, j'avais essayé de travailler un martini. Donc martini, j'avais utilisé donc martini, c'est du gin ou de la vodka avec du vermouth, éventuellement un petit bitter. Là, j'avais fait donc la poire. Je pense que j'avais pris la 43 avec un vermouth dry et un petit peu de solution saline et c'était assez sympa. Il me manquait un petit truc. J'étais pas allé jusque là, mais donc le vermouth dry va donner un peu de structure, soutenir un peu la poire, donc on en met vraiment pas beaucoup. Et la solution saline, c'est de l'eau salée. Je mets 8 grammes d'eau avec 2 grammes de sel, ça fait une solution à 20%. 2 gouttes dans un cocktail, ça le rend pas salé, c'est un exhausteur de goût en fait, et ça marche assez bien. C'était sympa ce martini, il manquait juste peut-être un petit truc. Comme je suis parti sur le tiramisu, j'ai pas poussé plus loin. Mais là pour le coup, on était vraiment sur la poire. Et est-ce que tu as fait une différence entre la 43 et la 50? Parce que nous, quand la 50, pour travailler sur des pâtisseries, par exemple, mais même en cocktail, il me semble que la 50 est plus intéressante. C'est-à-dire qu'on avait essayé, tu vois, pour arriver à 15 degrés, tu fais tes doses. Donc, tu prends du jus et tu peux mélanger avec de la 43 degrés. Et le mélange qu'on avait fait avec la 43 degrés ne donnait pas du tout la même chose que ce qu'on faisait avec la 50 degrés, même si on ajoutait un petit peu de 20 degrés pour donner une certaine rondeur avec le sucre, ça donnait pas la même chose. Et on avait, moi en tout cas, j'avais l'impression qu'avec la 43, on avait des goûts un peu parasites qu'on n'a pas avec la 50. T'as eu ça ou pas? J'ai fait avec la 50. J'ai fait avec la 50. Je pense qu'il vaut mieux moins en mettre, la 50.
que des fois se dire tiens je vais mettre une liqueur, Ouais. je vais en mettre plus et il y a un peu moins de précision il me semble. Alors, en plus, moi, j'ai même pas la problématique de me dire il faut que j'arrive à un bon degré d'alcool, puisque finalement sur un cocktail on s'en fiche un peu. Bah ouais. Je pars sur la T'as pas de 50. conservation. Ouais, c'est ça. Alors un petit peu, mais au final, il va être bu assez suite, rapidement, voilà. Et en fait, c'est que de toute façon, en plus, j'ai de la liqueur, j'ai du jus de poire, j'ai des trucs. Forcément, je vais être réduit. Et en vrai, un cocktail qui a 30 degrés, c'est pas gênant. Là, j'ai pas fait le calcul, je sais pas combien il est. Mais... Tu sais pas combien t'es? Non, parce qu'en plus avec le fat wash, il faudrait, j'ai un petit appareil qui mesure, un réfractomètre. Le problème, c'est qu'il est parasité par le fait qu'il y a du sucre. J'ai pas calculé. En réalité, après, je pense que t'en bois 1 litre, ça va pas aller, mais L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. toujours avec modération. Oui. Moi, je préfère le boire avec Mathieu et Stéphane, mais... Exactement. Ouais. Tiens, allez, on va faire ça. Ça rend toujours bien. Ah oui. Hein. Voilà, au micro, ça rend bien. À la vôtre. En tout cas, félicitations, hein, parce que c'est vrai que on a vraiment tous les arômes et on n'imagine pas ce que c'est que le travail du cocktail. On se dit, il va mettre de la poire, du jus et ça va faire un cocktail, quoi. Mais voilà, je me suis un peu énervé du coup pour faire ça. Et par contre, en réalité, d'ailleurs, ça t'a fait changer de coupe, non? Ouais. Ouais. T'as vraiment travaillé, ouais. J'ai travaillé à l'unité ce cocktail et j'étais arrivé à un truc vraiment très bon. Qui te prenait la bouche, c'était un tiramisu à la poire, vraiment. Et t'as pas voulu nous l'amener celui-là? Non, parce que je me suis dit que vous méritiez pas. Non, tout simplement le fait de le travailler en grande quantité, je me suis dit ok, je pars sur du cold brew pour essayer de le faire en grande quantité. Ça a pas fonctionné, j'ai fait 2 essais, je crois 3 essais, et je me dis ça colle pas, faut que je revienne à la liqueur. Et à la liqueur, ça marchait vachement mieux. Donc celui-là, je suis satisfait, mais en réalité, il est pas, enfin en tout cas dans mon souvenir, c'est toujours compliqué, mais il est pas aussi bon que celui que j'avais fait à l'unité. Voilà. Mais c'est pas étonnant, ouais. Après, ça, je pense que c'est une question d'adaptation. Dès que tu augmentes les quantités sur quoi que ce soit, ouais. ça va modifier. Il aurait fallu que je fasse d'autres essais. Bon, c'est sûr que quand tu montes une carte dans un resto, tu vas le faire. Là, bon... T'as fait ça en dilettante, tu vas nous dire? Non, justement, je me suis dit... On s'était préparé quand même pour aujourd'hui. Voilà. Non. Mais je me suis dit, je vais pas flinguer 5 litres d'eau de vie, parce qu'après, faut pas le jeter, faut le finir. Non, mais en réalité, c'est vrai que ça demande énormément de travail et c'est vraiment un produit difficile à travailler. Bah c'est ça. Et alors je sais que je suis arrivé au résultat que je voulais faire sur le cocktail single, sur le batch, j'y arrive pas loin et je pense qu'il faudrait que je retravaille un tout petit peu pour arriver à rendre exactement ce que je veux. Mais voilà, en tout cas là dans tous les cas celui-là, moi je trouve que de mon point de vue, il est quand même satisfaisant. C'est à peu près où je voulais aller quoi. Voilà. Donc s'il vous plaît. Non, il nous plaît. Bon, je te dis, moi j'avais une vraie appréhension sur le café. T'as été quand même assez fin. Voilà, c'est ça, c'est de se dire, en fait, café, chocolat, on est sur des arômes qui peuvent être forts. L'idée, c'est la poire, il faut l'accompagner, etc. C'est pour ça que j'ai rajouté aussi le jus de poire qui allait accompagner un petit peu finalement les arômes de poire qui sont un peu différents sur la liqueur, enfin sur l'eau de vie. Et voilà. Non, évidemment, de toute façon, dans le cocktail, toute une question de dosage. Et ouais, puis je trouve qu'en longueur en bouche, le café s'efface et on reste sur la poire. Ouais, après moi je l'ai jamais assez parce que oui, non mais c'est ça. Alors là on est forcément sur de la subtilité. Dès que tu mets des trucs comme ça, c'est sûr que c'est sur la subtilité. Aussi, moi je l'avais goûté, je l'ai goûté hier en me disant est-ce qu'il est passé, hein, parce que si c'était le cas, je me suis dit de toute façon ils vont me flinguer, on annule. Mais je l'avais pas aussi froid, pas sur glace, sans dilution. Voilà, il y a pas une grosse dilution mais et au final en rétro-olfaction, je me suis dit, je retrouve pas mal la poire et le mascarpone, c'est assez intéressant. Non, mais tu jouais un peu ta vie, effectivement, parce que, tu vois, là, il y a le col de Cygne, mais ça aurait pu être le col de Mathieu. Voilà, puis vous me foutez la pression de parler des toilettes du Georges V. Ben, oui, mais je comprends que tu l'aies. Oui, je l'ai. On imaginait bien que t'as pas ça m'a fait dû tomber dormir beaucoup cette nuit. Non. C'est normal. La pression. Ah oui. La pression d'ailleurs de monter tout ça en vidéo, donc j'espère que ça fonctionnera. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Enfin, il y a un peu ton appareil qui presque. Fait des petits couacs, mais... Et donc l'eau de vie de poire. Alors l'eau de vie de poire, c'est sympa. Mais comment on fait de l'eau de vie de poire? Vous pouvez me raconter? Eh ben oui, on a... déjà, il faut des poires. Pertinent. Et pas des pommes. Et pas des pommes, parce que... c'est pour ça qu'on insiste un peu sur le fruit. Parce que tu nous as pas... Des fois, tu nous as l'air un peu décalé, tu vois. Ni pomme, ni cerise. Okay. Voilà, ni pomme, ni cerise. Ouais. Pour la poire, il faut même... Alors, tu vois, il y a marqué poire Williams. C'est de la poire Williams.
Ah la oui. poire. D'accord. C'est pas toute poire. Tu dis pas à ton voisin, tiens, tu peux m'amener des poires. Tiens, t'as des... Non. William. La poire William Bon Chrétien. De son D'accord. Donc intitulé- pas la petite rouge que je vous ai mis dans le cocktail. Non, nous on est sur de la verte. D'accord. Et effectivement, c'est la poire William Bon Chrétien. D'accord. Ça, c'est une précision importante puisque c'est son nom complet. Et donc, une fois que tu as la poire, il faut qu'elle soit mûre, même avec une maturité avancée. Ouais. À savoir quand même que quand on ramasse le fruit, Là, je crois qu'elle filme plus avec il y a le poids. Alors attends, parce que il m'en reste, hein, je vais pas repartir avec. Hop, voilà. Tiens, il faut qu'on bosse aujourd'hui. Quand même. bon problème. Le clap. Il y a vraiment un intérêt. Voilà. 2 là-bas, aucun, mais un sur chaque caméra, ouais. Ok, merci messieurs. Excusez-nous, on reprend parce qu'il y avait un appareil qui s'était arrêté. Donc, je te disais, une fois que tu as ramassé le fruit, alors la particularité de la poire, c'est qu'elle tombe avant de mûrir. Donc, tu es obligé de la ramasser verte. Elle tombe avant de mûrir. Ah d'accord. Mais tu pourrais en parler mieux que moi parce que c'est lui qui produit quand même. C'est toi qui produis, ouais. Et ben oui, on ramasse du coup les poires vertes sur les arbres, donc aux alentours du 10 août. En fonction des années et du climat, ça peut y avoir 10 jours à peu près, quoi, de plus ou de moins, mais aux alentours du 10 août. Et donc, ces poires, elles vont mûrir dans des palox, qui sont des grosses caisses en bois. Et la nature est bien faite parce que, au contact d'une autre poire, la poire va dégager un gaz qui va faire mûrir uniformément tout le palox. Ok. Voilà. Donc pareil, elles sont stockées pas du tout en chambre froide, on n'a pas de chambre froide, c'est sous le bâtiment, à l'air libre, avec l'air qui circule voilà, à l'ombre, pour éviter de les brûler. Et en 10 jours, à peu près 10 jours, elles vont mûrir. Okay. Et donc là, on va les passer sur une table de tri, et on va enlever tout ce qui est poire pourrie, les feuilles, les branches, pour éviter plus tard les arômes parasites dans l'eau de vie. D'accord. Suite à ce tri, elles sont broyées et mis en fermentation dans des grosses cuves en béton souterraines. Et en fait, c'est une vulgaire purée de poire, voilà, qui est mis en fermentation. D'accord. Et donc, tu me disais, tu retires les tiges, juste les feuilles, les poires pourries et les branches. Et les branches, mais tu gardes la tige. Il y a les pépins, il y a la tige, il y a la poire complète. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, cette purée de poire va fermenter pendant environ 1 mois. Et elle va être brassée tous les jours. Par tes soins. Voilà. À la main, ouais. Ok. Voilà. Par ses soins. Exactement. Voilà. Transpire d'ailleurs. Voilà. Et quand la fermentation est terminée, c'est là que tout le savoir-faire de la distillation opère. Et là, c'est Stéphane qui... Et là, tu passes d'une vulgaire purée de poire, comme il a dit. Qui sent pas bon. Marron. Oh, oui, marron. Elle est pas jolie. Non, c'est pas joli. La poire s'oxyde beaucoup. Ouais. Alors, ça sent pas bon. Moi, je trouve que ça sent bon. Justement, les arômes sont importants. Mais c'est vrai que t'as l'odeur de la fermentation. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. Effectivement, le visuel est pas très agréable. Et on va passer à un liquide transparent. Et donc, comment on fait? Tu as cette grosse gamelle là, derrière le bois qui est derrière toi. Là. Donc, dessous, c'est de l'inox. Hein. Donc, on met 1 tonne de purée fermentée là-dedans. Okay. À côté, on a une chaudière à vapeur qui va chauffer le produit en fait en envoyant la vapeur directement dans le produit. Ok, directement en contact. Ouais, directement en contact. L'idée, c'est que ça chauffe et ça brasse en même temps. Donc, t'as pas de source de caramélisation si tu veux. Ah oui, c'est la vapeur qui va faire. T'as pas le petit moteur, t'as pas besoin. Du coup, c'est la vapeur qui fait. Oui. Okay. Et en plus de ça, la vapeur est très précise au niveau de la chauffe. En fait, si tu veux, quand si on chauffait avec un feu de bois, t'as une inertie sur le bois qui est compliquée à gérer. Nous, avec la vapeur, on va être très précis. Quand on va réduire, ça s'arrête dès qu'on arrête la vapeur. Donc, ça permet d'être très précis dans le moyen de chauffer le produit. Une fois que c'est suffisamment chaud, les vapeurs vont monter dans le chapiteau. Donc, ce qui est au-dessus là, de cette grosse gamelle en bois. Ensuite, on a le col de cygne. Et puis, on arrive ici, derrière moi, en bas de colonne. Okay. Donc, les vapeurs vont rester là un petit moment, le temps que la colonne monte en température. Et puis, ils vont monter dans cette colonne-là pour arriver dans la partie large, en haut, dans le serpentin, qui baigne dans l'eau froide et qui fait condenser les vapeurs. D'accord. Et l'idée, en fait, c'est que cette colonne... c'est ce qui va permettre de séparer les degrés. C'est-à-dire que quand les vapeurs arrivent ici, seules les plus légères vont réussir à monter dans la colonne au début. Ouais.
et les plus lourdes vont rester en bas. Et c'est comme ça qu'on va séparer. Donc après, on régule la vapeur pour être à un seuil très précis, puisque on va le juger, ce seuil de chaleur qu'on va envoyer là, à la cloche en verre qu'on voit tout en haut à la sortie, où là, on va voir le flux d'eau de vie. Et en fait, quand on distille, c'est pas forcément très compliqué, c'est qu'il faut avoir un flux d'eau de vie constant du début jusqu'à la fin de la distillation. D'accord. Puisque si tu chauffes trop fort, tu vas avoir un gros flux et donc ça veut dire que toutes les molécules passent en même temps, au même moment et là c'est pas bon. Si tu chauffes pas assez fort, ça va au goutte à goutte, c'est pas bon non plus. Et il faut un flux régulier qui permet, en fait, ce flux régulier te permet de comprendre qu'au début, tu as les alcools les plus légers qui montent. Donc on va commencer à couler à 80% d'alcool. Ouais. Mais ce qui est à 60, 50, 40% reste en bas parce que c'est encore trop lourd. La température de la colonne n'est pas suffisante pour qu'il monte. Ouais. Et puis, la température de la colonne va monter progressivement. D'accord. Et va permettre d'extraire, une fois qu'on a extrait les 80% d'alcool, 70% d'alcool, 60% d'alcool, 50%. C'est-à-dire qu'on extrait d'abord le plus léger et puis progressivement le plus lourd et donc les plus bas degrés. D'accord. Et ça, du coup, c'est en gros la tête, le cœur, la queue. Voilà. Okay. Et donc là-dedans, et l'idée d'extraire progressivement, c'est qu'on va pouvoir extraire les têtes, le cœur et les queues. Okay. Et nous, on gardera que le cœur de distillation, bien sûr, pour être mis en bouteille plus tard. Ok. Voilà. Très bien. Ouais, donc ça te permet de faire ton tri. Ça me permet de faire le tri des molécules. Et donc, on est quand même sur un principe de double distillation, c'est-à-dire que tu vas avoir, on va alterner entre des distillations, ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, je m'excuse, le distillateur a un jargon un peu particulier, mais on appelle ça des passes. C'est-à-dire que quand on fait une distillation, on appelle ça une passe, une passe qui dure quand même 5 heures. Donc, faut arriver quand même à la distillation un peu en forme. Et donc, on fait une passe de 5 heures. Et donc, on fait ce qu'on appelle une passe directe, où là, on met que de la purée fermentée. Ouais. Et où tout le produit va être mis dans une certaine cuve. Excusez-nous, il y a Pépite qui tousse parce qu'elle aimerait bien jouer avec sa balle. Mais en fait, quand tu fais une passe directe, tu mets que de la purée fermentée et tout l'alcool va dans la même cuve. Ouais, ok. Tout l'alcool produit. Et une repasse, tu mets de la purée fermentée, tu récupères l'eau de vie de la fois d'avant et tu le mets par-dessus. Ok. Il fait quand même 2 passes de 5 heures dans la journée, il est quand même en forme. Il est crevé après, ouais. Ah oui. Ouais, j'ai passé 50 ans, donc ça devient un peu plus compliqué. Mais dans l'idée, en fait, tu vas alterner comme ça entre des passes directes. Ouais. Où finalement, tu as un produit qui est neuf, puisque tu mets que de la purée fermentée, qui alimente une cuve, et des repasses où tu mets la purée fermentée et l'alcool de la fois d'avant. Et ça, tu le fais donc, tu m'avais dit 3 fois? Ouais, de 3 à 6 fois. C'est ça. C'est-à-dire que tu fais une passe directe pour 3 à 6 repasses. Ok. Parce que la première fois, donc quand tu fais une passe directe, tu récupères un volume d'alcool total. Ouais. Cet alcool total, tu le remets au-dessus de ta purée fermentée suivante. Et là, donc, tu fais ta repasse. Et donc, tu extrais d'un côté tes têtes et tes queues. Ouais. Et de l'autre côté, ton cœur. D'accord. La repasse d'après, donc tu mets ta purée fermentée, tu récupères les têtes et les queues de la fois d'avant, tu les mets au-dessus. D'accord. Voilà. Et tu fais cette repasse-là. Et le jeu, effectivement, comme tu dis, ça peut être 3, ça peut être 6 au max. L'idée, c'est de repasser le produit pour rééquilibrer les arômes. Mais il faut pas trop le repasser. Parce que sinon, tu récupères des molécules que tu avais réussi à extraire. Ouais, sur la purée qui arrive. Ouais. Donc il faut alterner, mais il faut pas trop repasser le même produit. Voilà. D'accord. Donc ça se fait, si tu veux, de octobre sur octobre-novembre. Là, on va pas tarder à distiller. Dès que la purée fermentée a fini de fermenter, la fermentation dure à peu près un mois sur le mois de septembre. Et dès que c'est fini, on peut commencer la distillation. Et du coup, donc en fait, tu fais plusieurs batchs et le temps que tu passes les premières quantités de purée, le reste de la purée, elle reste dans les bacs de fermentation. Oui. Et est-ce que, alors, tu m'avais dit, il fait un peu plus froid, hein, forcément, donc la fermentation, elle s'arrête, mais est-ce que tu as des goûts différents sur les batchs de début de saison ou les batchs de fin de saison? Non, en fait, tu vas avoir des goûts différents. Ouais. Mais en fait, tu as des goûts différents à chaque distillation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la distillation, alors, ton produit fermenté, il a fermenté. Si il a pas d'air, il refermente pas. S'il a de l'air et que tu commences à le brasser, effectivement, ça va tourner au vinaigre.
D'ailleurs, on fait du vinaigre de sur poire. cette base-là, de Oui, poire, oui, oui. où il y a une deuxième fermentation qui passe au vinaigre. Ouais. Donc, si dans tes cuves, t'as pas de l'air et que tu vas pas brasser ton produit, l'oxygéner, eh ben, il n'y a pas de deuxième fermentation qui commence. Donc, ton Ah oui, produit, c'est un il risque bouge. aussi, ça, ouais. Voilà, c'est un risque. Il bouge quasiment pas. Par contre, quand on distille, ben, comme tu dis, il fait pas très chaud. Et on comprend bien qu'entre une distillation qui peut se faire début octobre où tu as encore la chaleur et où une distillation de l'après-midi où dans la pièce il fait chaud puisque le matin tu as distillé, ça te donne pas les mêmes résultats puisque on va travailler sur de la vapeur. Oui. Donc si ta salle elle est chaude, bah forcément ça va aller un peu plus vite. De la même façon que si dehors tu as une météo qui est plutôt en dépression, bah tu vas pas avoir le même rendement de distillation, tu vas pas avoir les mêmes résultats. Donc tu pourrais isoler, en fait chaque distillation est différente. Nous l'idée c'est de la regrouper, de faire des cuves où on met 3-4 000 litres d'eau de vie, alors qu'on sur une distillation, on va faire 80-100 litres, si tu veux. D'accord, ouais. Donc en fait, tout est mélangé à la fin et c'est le batch de l'année. Parce qu'il faut mesurer que pour 1 litre d'eau de vie de poire, enfin dans une bouteille de 70 centilitres, t'as 7 kilos de poire, quoi. 7 kilos de poire. D'accord. Donc on dit voilà les fruits et légumes il faut en manger 7 par jour. Mais déjà alors faudrait peut-être pas boire une bouteille de 70 centilitres, mais sinon tu manges 7 poires quoi. Enfin 7 kilos. Donc ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça 1 kilo suffit. 1/7 de la bouteille, 10 centilitres, c'est déjà pas mal. Mais en fait il y a un gros volume si tu veux. Quand on fait un jus, il faut 1,5 kg pour faire un jus de poire. Quand il faut faire de l'eau de vie, ben on utilise des gros volumes de poire. Ok. Sachant qu'il y a la fermentation, c'est le sucre naturel qui est présent dans le fruit. Il n'y a pas de sucre qui est rajouté dans les cuves. L'intérêt de faire ça, ce serait, en rajoutant du sucre, ce serait d'augmenter du coup le rendement alcool. Mais comme on a dit, qu'on répète depuis le début de la rencontre, la poire, c'est un fruit qui est très subtil en arôme. Et donc, du coup, en rajoutant du sucre, on diluerait cet arôme. Donc là, on est vraiment sur le sucre naturel du fruit. Voilà. Et les levures sont les levures naturelles. Donc, mais il a raison. On entend souvent dire vous mettez du sucre dans la fermentation. Non, on met pas de sucre. Alors pour plusieurs raisons. Réglementairement, il faut savoir qu'en France, une eau de vie de fruits est faite à base de fruits. On n'a pas le droit de rajouter que ce soit une Mirabelle. On n'a pas le droit de rajouter de sucre. De la pomme. Ou de la pomme, parce qu'on y revient. T'as un côté normand, non? Et donc, la réglementation déjà l'interdit. Mais en plus de ça, même au niveau gustatif, parce que souvent, ceux qui ont joué un peu avec des fruits, qui ont amené chez un distillateur ambulant, souvent le gars il dit rajoute du sucre dans la fermentation. Mais en fait, ça n'a qu'un seul objectif, c'est garantir un volume d'alcool, quoi. Et donc la distillation, si tu veux, c'est une chose. Mais après, donc une fois qu'on a extrait ce cœur de distillation, en gros, ce sont des degrés qui se situent entre 70% et 40%. C'est-à-dire qu'au-dessus, tu es dans les têtes, en dessous, tu es dans les queues. Et ce cœur de distillation, cette fourchette, elle est entre 70% et 40%. On va la garder, elle va s'équilibrer. C'est-à-dire que quand tu distilles, ça fait une eau de vie qui est jaune, qui a un goût un peu de tuyau, qui a un côté assez vert. Vert, boisé. Tout à fait, et où tu retrouves pas forcément énormément d'arômes de poire. Et c'est la conservation en cuve qui va faire que tu vas avoir des réassemblages de molécules, parce qu'en fait c'est de la chimie. On a extrait des choses, on a extrait, nous on parle de pourcentage d'alcool, mais à l'intérieur de ça, tu as plein de molécules différentes, et aromatiques, et de supports aromatiques, et tout ça va se rééquilibrer. C'est-à-dire qu'elles sont un peu cassées, donc les molécules vont se réassembler, et vont développer les arômes de poire naturellement, toutes seules, en cuve. Donc on passe pas en cuve en bois, on est vraiment sur des cuves inox. Et ça va développer les arômes comme ça. Et après, il faudra reprendre ce produit-là, donc qui est quand même, parce qu'on disait la fourchette 70-40 % d'alcool, ça fait un produit qui s'équilibre autour, allez, on va dire 53, 54, 55, ça dépend des années, voilà. Mais donc on va laisser s'équilibrer. Et après, pour faire de la 50 degrés, enfin 50% d'alcool, il faut rajouter de l'eau. Pour faire de la 43%, il faut ajouter
plus d'eau et en plus il faut une filtration parce que comme tu le disais, ben ça se trouble. Ouais. Voilà, donc pour retrouver un côté translucide. Alors nous on le fait pas au lait, au on pourrait, mais ni au mascarpone. C'est des filtres papier. Et après 33 et 20%, ben là on ajoute de l'eau et du sucre. Mais c'est la même base au départ. C'est l'eau de vie à la base sur laquelle c'est l'eau de vie, ouais. Okay. Qui fait tous les mêmes, les différents produits sont faits à partir de la même eau de vie distillée. C'est-à-dire que quand on distille, on se dit pas tiens celle-ci elle sera pour la 33 ou elle sera pour la 43. On distille pour faire le meilleur cœur de distillation. Et après c'est la même base pour les 4 degrés différents. D'accord. Et là, en cuve inox, vous la laissez combien de temps? L'idée serait alors il te faut au moins 1 an. Ouais. L'idée c'est d'être plutôt sur 2. Ah oui, quand même, ouais. Voilà. C'est ce qu'on dit, c'est à température ambiante, c'est ce qu'on dit, l'agneau, il faut qu'elle ait connu plusieurs saisons, je sais pas quoi. Oui. Ouais, il y a ça, ouais. Ouais, il y a ce côté-là, ouais. Ok. Ouais. D'accord. Donc, les cuves en inox à température ambiante, ça suit les saisons. Oui, même à l'époque, alors on le fait plus, c'est des raisons de manutention, mais ils faisaient ça avec des dames jeunes, tu sais, les bouteilles en verre, et ils les mettaient au grenier. Parce que contrairement au vin, on va chercher des différences de température pour que l'eau de vie mature plus vite. En fait. Alors oui, et question, comment on met une poire dans une bouteille? Ah, c'est un peu moi, voilà. C'est comme dans les bronzés? On la fait sécher et elle rentre? Alors, elle n'est pas séchée et on la fait rentrer dedans et après, déshydratée et après on met l'eau de vie et elle se réhydrate. On peut le voir, voilà, on a. Ouais, elle grossit pas, hein. Elle a pas grossi. Non, Voilà. Alors aujourd'hui, pour faire ce produit, il y a 2 façons. Ouais. Il y a une façon dont je vais vous expliquer un peu le secret, c'est on pose les carafes directement dans les arbres avec le fruit à l'intérieur. Ouais. Et une autre façon où on a la carafe qui a un fond collé. Et une fois que le fruit est mûr, enfin on le met dans la carafe et on colle le fond. D'accord. Donc forcément, 100% de réussite. On a un fruit qui est de la taille qu'on souhaite, qui est magnifique. Mais nous, on ne procède pas comme ça. Vous trichez pas? Oh, c'est pas une triche, c'est une autre façon de faire, disons. Ouais. Non, nous, on est resté sur la façon ancestrale que faisait Johannes Colombier. Et c'est d'ailleurs assez... moi, je suis jeune, j'ai 23 ans, et je trouve ça assez spectaculaire de continuer à faire ce savoir-faire. Continuer, voilà, cette façon de poser les bouteilles dans les arbres qui se faisait au temps de mon arrière-grand-père. Donc, c'est assez magique. Donc, ces bouteilles, on en pose à peu près 3000. Okay. Donc c'est quand même un sacré boulot. Et en fait, on va poser les bouteilles du coup dans les arbres un peu aux alentours du mois de mai, au stade de poirette. Donc quand la poire est déjà formée et elle est pas plus grande que le bout de mon pouce, quoi, parce qu'il faut qu'elle passe dans le goulot. Forcément. Bah oui. Donc on va d'abord poser les flûtes et les magnums. Pourquoi? Parce qu'ils ont un goulot plus étroit. Ouais. Voilà. Donc faut savoir que la poire pousse en floquet de 7 fleurs. Okay. Voilà, toujours. Et donc au mois de mai, généralement, il y en a déjà qui sont tombés, il en reste 4-5. Et donc on va sélectionner et on va faire tomber du coup 3-4 poires pour qu'il en reste qu'une, quoi. Ok. Voilà. Ah, tu les fais volontairement tomber. Voilà, pour pouvoir en mettre une dans la bouteille. Sur ces voilà. Voilà. Ok. Bon, des fois on arrive à en mettre 2, mais c'est très rare. Et donc du coup, une fois qu'on a sélectionné cette poirette, on va la rentrer dans la bouteille. Donc la bouteille est posée bien verticale à l'envers, quoi. Parce que la poirette pousse vers le haut. C'est ça. Ok. Et pour que l'eau de pluie ne rentre pas dans la bouteille et que la condensation avec le verre, l'eau qui est produite par la condensation puisse s'échapper. Ok. Pour pas que la poire pourrisse. Ouais. Donc, on a notre poire qui est bien au milieu de la bouteille. Faut pas qu'elle pousse dans le goulot parce que sinon elle va pousser dans le goulot, on pourra pas mettre d'eau de vie, ni contre le fond de la bouteille, sinon elle sera difforme. Ok. Voilà. Donc bien au milieu. Il faut une branche assez solide au-dessus pour supporter le poids de la carafe. Ouais, tu fais tenir. Autour, on a un filet. Et donc, on a notre poirette qui est au milieu de la bouteille. Ouais. Avec cette ficelle, on va accrocher une branche au-dessus qui est assez solide pour soutenir le poids de la bouteille. Et en dessous, la branche qui tient la poire est bien serrée pour pas que la poire, quand elle va grossir, et du coup, son poids va augmenter, pour pas qu'elle descende dans le goulot. Ah oui. Voilà. Qu'elle soit bien maintenue au milieu de la carafe. Voilà. Et le tout posé quand même à l'abri du feuillage pour pas qu'avec le soleil ça fasse effet loupe et que ça crame et que ça brûle la poire. Exactement. Et donc là il n'y a pas de règle, il y a des arbres où on va pouvoir poser 0 bouteille.
et d'autres 10. Donc en fait, un peu partout dans le verger, là où on peut, on en met. Tu m'as C'est dit ça. combien? 3000? 3000 bouteilles. Voilà. Et combien de temps ça représente, ça? Et ben, donc tout l'hiver, en fait, on s'attelle à préparer les bouteilles, donc les mettre en filet. Ouais. Donc soit la bouteille, on la reçoit vierge en palette, et du coup on met le filet autour, soit on nettoie et on réutilise les échecs de l'année d'avant. Bah oui. C'est ce boulot-là qui prend beaucoup de temps, parce que des fois on a des poires voilà qui sont pas jolies. Comme on disait, nous on sert les plus grands étoilés, on s'exige une qualité. Bah oui. Et donc une bouteille qui est trop, une poire pardon qui est trop tachée dans une bouteille, qui est trop petite, qui est trop grosse, c'est non. Donc peut-être qu'on nous-mêmes par notre exigence, on se supprime des bouteilles, mais voilà, on tient sur ce produit à avoir une qualité irréprochable. Et donc tous ces échecs, on va attendre que les poires du coup pourrissent dans la bouteille pour pouvoir les disloquer, les extraire de la bouteille, nettoyer toute la bouteille et pouvoir mettre le filet. Voilà. Donc ça c'est le gros boulot, de l'hiver. Et après, pendant une semaine, à 4-5, on va poser les bouteilles dans les arbres. Parce que du coup, l'étape de la poirette, il est... Voilà, c'est ça. Nous, ça dure pas des années, quoi. On attend le plus possible que la poire, plus on attend, plus on va voir si la poire arrive à terme. Ouais. C'est pour ça que sur les flûtes et les magnums, on va être entre 20 et 30% de réussite. 20 à 30%. Voilà. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Comme le goulot est plus petit qu'on les pose avant. Et la carafe a un goulot qui est plus gros. Ouais. Et donc là, l'objectif est à 70%. Et là, c'est la nature qui fait. Et on a beau avoir le savoir-faire, il y a quand même la nature qui joue dans la balance. Et cette année, par exemple, on est à 50% de réussite. Ah oui. Mais on est monté à 85-90% de réussite. Ah oui. Voilà. En vrai, c'est pour ça que je disais, coller en dessous le cul de la bouteille, c'est pas tricher, mais c'est quand même... c'est moins beau quand même, parce que tu dis... Il y a pas ce savoir-faire. Mais par contre, pour une entreprise, c'est 100% de réussite. Et oui. Et donc économiquement, c'est viable. Oui. Voilà. Mais on va voilà. chercher l'excellence, quoi. Donc voilà. Et donc ces bouteilles, elles vont être posées au mois de mai et ramassées au mois d'août. Ok. Et ensuite, du coup, justement, on va les trier. On va garder que celles qu'on trouve vendables et de belle qualité. Ok. Et elles vont être plongées dans de l'anhydride pendant une certaine période, ce qui est le secret un peu. Et c'est des sulfites comme dans le vin, voilà. Et en fait, ça va faire dégorger la poire de son eau. D'accord. Ce qui fait que la poire va rejeter son eau dans cette anhydride et que plus tard, quand on va la mettre dans l'eau de vie, elle va pas rejeter son eau dans l'eau de vie et l'eau de vie sera pas diluée, ce qui est légalement interdit. Enfin, on fait quand même une étape dans l'eau de vie pour rincer, enfin pour que. Et du coup, l'anhydride, c'est la première étape. Ouais. Et ensuite, on va vider cette anhydride, rincer à l'eau et mettre dans une eau de vie de trempage. Ouais. Voilà. Donc c'est une eau de vie de poire. Et elle va rester en trempage pendant une certaine période aussi pour que la poire finisse de dégorger de son eau, s'imprègne en alcool. Ouais. Voilà. Et ensuite, le jour où on en a besoin, qu'on a une commande ou pour magasin, on va vider cette eau de vie de trempage. Ouais. Elle n'est pas perdue parce qu'elle sera redistillée. Ouais. L'avantage de l'alcool. Et donc là, on va brosser la carafe, intérieur, extérieur, brosser la poire pour que tout soit nickel, qu'elle soit, qu'il n'y ait pas de traces. Avec la poire dedans. Avec la poire dedans, voilà, avec un écouvillon, tout à la main. Et ensuite, on va mettre l'eau de vie, soit la 43, soit la 50 degrés en fonction du besoin. D'accord. Le bouchon, la collerette et l'étiquette. Et l'eau de vie de trempage, elle sort à combien, à peu près? 35. 35, c'est on met une eau de vie qui est à plus de 50 degrés, qui était en cube. Et qui est rediluée par l'eau résiduelle, c'est ça. Voilà. Et du coup, finalement, contrairement à... C'est vraiment de la déco, c'est-à-dire que c'est pas une poire arrangée ou autre. La poire, finalement, a déjà tout dégorgé, il y a plus plus de goût, plus trop... oui, c'est vrai que c'est 100% esthétique. Voilà, c'est ça, ouais. Vous avez fait un essai, vous, avec les sommeliers de la pyramide? Ouais, ils arrivent à retrouver là où il y a la poire, c'est que ça donne un côté un peu plus rond. Forcément, ouais, mais il faut être sommelier. Et si tu veux, même au niveau de la réglementation, quand même, c'est prévu. Tu veux, quand tu fais une eau de vie classique, en bouteille normale où il n'y a pas de poire, on a 0,3 degrés de tolérance. Ouais. Sur une bouteille avec le fruit, on a 1,5 degré de tolérance. Pour dire que c'est intégré que la poire peut encore échanger un peu. Ça peut donner un côté un peu plus rond, mais il est clair que vu les différentes étapes que Gwen a expliquées, on est vraiment plus sur un produit esthétique que sur un produit qui va donner du goût.
Nous, on a des gens qui nous disent, bah voilà, je la tiens. Bah ouais. La bouteille avec la poire, je la tenais de mon père. Ouais. Voilà, il est décédé. J'ai récupéré la bouteille. Et en fait, tant que tu recharges et que tu mets de l'eau de vie par-dessus, la poire, elle reste quoi. Ouais. Alors effectivement, si elle prend l'air, si elle reste à l'air pendant 3 semaines, elle va se dessécher, elle va être flétrie, elle va passer fichu. Mais ceux qui ont des bouteilles avec la poire et qui l'entretiennent, qui rajoutent de l'eau de vie en permanence. Ça dure quoi. Ça dure. Allez Pépite, une petite poire, tu vas voir, ça va bien se passer. Regarde, passe à l'écran. Regarde. Hop. Bonjour. Voilà. Bravo. C'est bien. Donc Pépite aussi aime beaucoup les poires. Et en fait, moi je me rappelle d'un client qui vient comme ça un jour et me dit j'ai ma poire, j'ai déménagé 5 fois, je la prends toujours, je la mets dans du papier bulle et tout. Samedi, j'ai des potes qui sont venus, je suis sorti de la pièce, ils ont cassé la bouteille pour manger la poire. Le mec, il était dépité. Et il s'est branché avec ses potes, ça l'avait vraiment fâché, quoi. Donc il a pour racheté. manger la poire. Ouais. Et en fait, elle est pas bonne, la poire. Ça, bah non, ouais. c'est pas bon. C'est chargé, en fait, d'alcool, même pas d'arôme. Ouais. C'est sec. La poire, elle est comme ça. Mais c'est comme bouffer de ce qui sort d'un rhum arrangé. Déjà, c'est dégueulasse. Bah alors ouais. là, si elle a passé 50 ans dans la bouteille. Bah ouais. Nous, on fait travailler les dentistes, du coup. Et donc, les mecs, les potes, il faut pas les arrêter. Et il était dégoûté, le mec. Et il me dit, j'en rachète une, quoi. Mais ça sera jamais la même que celle qu'il a eue. Ah ouais. Et il va la déplacer. Il va la garder. Mais tu sentais que ça serait jamais la même, quoi. Jamais la même. Drame, ouais. Ah ouais, tu sentais que c'était vraiment un drame pour lui. Et nous, c'est vrai qu'on est un peu exigeants et des fois on est un peu trop pas assez commerçant, on va dire. Ouais. Et les gens, quand ils nous disent, je vais peut-être acheter une bouteille avec la poire, alors on leur dit, mais c'est pour qui? Vous savez si elle en consomme? Non, je sais pas trop. On leur dit, nous, une bouteille avec la poire, c'est quand même un objet, quoi. Faut un certificat pour l'acheter. C'est presque ça, quoi. Parce que t'as compris ce que c'est, que est-ce que t'as compris ce que t'achètes, quoi. Ouais. Si tu sais pas que le mec, tu sais pas s'il aime l'eau de vie, qu'il va la ranger dans un placard, qu'il va prendre la poussière. Prends une bouteille classique, c'est bon, il est pas, tu vois. La bouteille avec la poire, il y a quelque chose. On a tellement de plaisir quand les gens, ils arrivent et qu'ils disent, attends, je l'ai depuis 20 ans, j'ai fait 5 déménagements avec, tu vois. Et là, ce gars-là, je m'en rappelle parce qu'il était dépité, quoi. Et là, tu te dis, voilà, c'est quelqu'un qui a une bouteille avec la poire, mais tu sais pourquoi il l'a avec la poire. Ouais, c'est vrai que même pour nous, c'est tellement de boulot. Alors, elles sont pas numérotées, mais elles pourraient. C'est tellement de boulot et on en réussit quand même pas beaucoup que on la vendrait pas à quelqu'un qui nous dit j'ai une soirée avec mes potes et c'est pour la boire ce soir, quoi, et après c'est pour la passer au mascarpone. C'est bon. Et vous avez non, c'est que du 50? Non, 50 ou 43. 50 ou 43? Ouais. Okay. On est sur d'autres essais. Ouais. Et ça, du coup, alors il y a 70 et ça c'est le Magnum, c'est ça? Ouais. OK. Et les 43, elles sont pareilles en petite bouteille, en grande bouteille? Ouais, pareil. Mais bon, des bouteilles comme ça, là, le Magnum, on en réussit 80 dans l'année, quoi. Ouais, c'est ça, sur les. Et vous en placez combien? Parce que 3000, c'est tous les volumes confondus. On doit poser quoi? 300 Magnum. Ouais, donc c'est beaucoup moins clé. Ouais, OK. 400 flûtes. Ouais, à peu près. 400 flûtes. Ça, c'est celui-là l'objet de collection, quoi. Ouais, même une carafe, parce que. Non, mais oui. Et c'est assez rigolo, c'est que nous, on a, voilà. Le Magnum ou la flûte, ce côté très fin, on est obligé de les poser plus tôt parce que t'as le goulot qui est plus étroit. Il est fin, mais il est long aussi. Voilà, il est long, une branche très longue. Une branche plus longue. Mais les gens aiment beaucoup la carafe, ouais. Voilà. Et ils aiment bien la carafe et oui. Voilà. Et on pose plus de carafes, on pose plus de 2000 carafes. Elle est très jolie la carafe, hein. Ouais, c'est sûr que puis elle est un peu ouvragée, etc. Mais c'est vrai que. Ouais. Mais ouais, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot, un vrai stress. C'est-à-dire que autant, comme disait Gwen tout à l'heure, tu prépares les filets. Bon, t'es dans l'hiver, ça va, t'as le temps. Autant quand c'est la semaine où il faut poser les bouteilles, t'as peur de t'y mettre trop tôt parce que si tu démarres trop tôt, il y a encore beaucoup de chutes de poire qui vont se produire. Donc tu te dis on grille un peu les cartouches, on prend plus de risques. Si tu démarres trop tard, ça arrive plus à passer dans le boulot. Si la météo est mauvaise, que tu commences à prendre des orages pendant une semaine et que t'es sous la flotte, c'est encore autre chose. Donc cette semaine-là de mai, là, les 10 jours où on va se cibler la pause entre les magnums, les flûtes et les carafes, c'est toujours une période de tension. Une fois qu'elle est passée, ça va mieux. Il y a eu des semaines ou des années où où c'était foutu, c'est-à-dire toutes les planètes se sont alignées pour que ça n'aille pas et vous avez pas réussi à en faire. L'année où ils ont tronçonné les arbres.
Ouais, alors c'est vrai que il y a eu une année comme ça, c'est une petite anecdote où on avait gelé totalement et on appelle des différents arboriculteurs et il y en a un qui nous dit vous pouvez venir poser chez nous quoi. Donc on va poser chez eux. Sur des pommes. Sur des pommes, Des fraisiers. En Normandie, ou des fraisiers. Et en fait, donc ils partent à 3. Moi, j'y étais pas, et ils partent à 3 poser les bouteilles dans les arbres et ils posent. Et en fait, le mec, il avait un verger plutôt dépérissant et il avait prévu d'enlever un certain nombre de branches. Et quand ils reviennent 2 jours après, il avait enlevé des branches où ils avaient posé des bouteilles. Donc, il a fallu déficeler toutes les bouteilles qui étaient par terre pour les reposer ailleurs. Et ça, c'était l'anecdote, effectivement. Et puis le résultat avait pas... Ouais, le résultat... C'est comme les potes qui cassent la bouteille pour manger la pomme. C'est un truc de dingue. Donc, frustration. Non, on a eu, je me rappelle, en 2017, tu vois, on a pris la grêle en 2017, en juillet. Il y a eu un couloir de grêle et on avait posé les bouteilles donc en mai. Et la grêle passe, mais une tempête. Et nous, on retourne voir les bouteilles, on s'est dit, ça doit être tout cassé, pas une bouteille de cassé. Et on s'est dit, c'est déjà ça de sauver, quoi. Sauf qu'en fait, tu sais, comme nous, et pourtant, nous, on est arboriculteurs et on a l'habitude de travailler avec le végétal. Mais une fois que t'as plus de feuilles sur les arbres, la photosynthèse se fait plus et les fruits ne grossissent plus. Eh oui. Et en fait, et tu vois, tu dis il y a les racines, les arbres ils sont là, tu vas réussir à sauver tes bouteilles. Et en fait non, les fruits ils sont restés gros comme ils étaient en juillet quoi. Donc là on a eu énormément d'échecs. On a eu des années comme ça, je me rappelle d'une année 2008 où effectivement comme moi je suis pas très phyto, 2007 c'était bien passé, il avait fait assez sec au printemps donc pas trop de maladies. Et 2008 il se met à flotter tout le printemps. Et moi je me dis, c'était ma 2e année, vraiment, où je m'occupais du verger. Je me dis, ça s'était bien passé en 2007, je vais pas faire plus de traitements. Et en fait, on a une maladie sur la poire qui est la tablure. Ça fait des points noirs sur le fruit. Ouais. Et en fait, ça lignifie le fruit. Donc, il grossit plus, il est tout craquelé. Et là, donc, on prend une année terrible et on réussit 10% de bouteilles. Et là, ça te fait 90% à laver. À laver, oui, surtout, c'est que t'as l'échec et après. Et oui, c'est le double effet qui se coule. Double sentence, double sentence. Donc, une petite pensée pour Valérie qui, c'est surtout elle qui. Ouais, alors à cette époque-là, Valérie était pas là, on était en 2008. C'était horrible. Une autre anecdote comme ça, et on va terminer peut-être là-dessus. Avec l'expérience, tu vois, je me dis, on a décroché toutes les bouteilles, je vais dire aux ramasseurs qu'ils mettent de l'eau dedans. Ouais. Et puis, on n'aura plus qu'à secouer, tu vois, ça aura pourri. On secoue, ça fera une marmelade et on videra ça. Donc, je dis aux ramasseurs, les bouteilles là qui sont de côté, vous mettez de l'eau dedans. Ils me mettent de l'eau dedans et puis, l'hiver, tu ressortes les caisses de bouteilles, tu vois, et puis tu te dis. Elles ont gelé? Non. Aïe, 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 et on vide. Non. Et en fait, ça a fait quasiment, alors, c'est vrai que j'avais pas été bon. Je leur avais dit, vous mettez de l'eau. Donc, ils avaient mis de l'eau. Mais la poire était recouverte. Donc, en fait, elle a pas pourri. Elle était pas à l'air. Ah! Et elle a durci, mais comme dans l'eau de vie. Et là, mon pauvre, je me rappelle encore être devant le magasin, parce que en même temps, c'est vrai que comme on a le magasin, ça c'est le côté pratique, c'est que tu fais les deux en même temps. Et devant le magasin, je m'étais fait une lame sur un manche. Et je cassais et donc t'as des bouteilles comme ça qui sont marquées au fond parce que tu vois comme je les ai pilées, tu vois, et qu'on continue de reposer et je me dis tiens celle-ci elle était là cette année-là. Elle a vécu à ce moment-là. Okay, d'accord. Elle a vécu cette année-là. Donc t'as toutes ces anecdotes là où tu te dis ah oui non ça faut pas refaire quoi. Mais c'est ça, c'est dans cette bouteille là il y a tout ça derrière et se dire ok faut le savoir parce que c'est. Mais bon c'est des anecdotes de vie, on les a passées, ça fait des souvenirs mais c'est vrai qu'on s'en serait un petit peu passé. Ouais. Voilà. Moi ça fait partie de l'expérience. Je le remercie d'avoir fait ces erreurs comme ça. Ouais comme ça c'est ça. Ok. Ok parfait écoutez je pense qu'on va terminer là-dessus. C'était une belle façon de terminer là ces histoires. C'était un beau cocktail. Belle histoire de merci beaucoup. Ouais, félicitations à toi et merci de m'avoir reçu, merci de nous avoir raconté du coup toute l'histoire de la Maison Colombier, c'était vraiment top. Merci chères auditrices, auditeurs, spectateurs de nous avoir suivis jusque-là. N'hésite pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, n'importe quelle de tes plateformes, d'aller t'abonner sur la chaîne YouTube. Ouais, je t'invite d'ailleurs à aller voir YouTube si tu l'écoutes en podcast puisque ça te permettra de voir ce magnifique alambic anonyme, on l'a appelé
anonyme. Ouais, on l'appellera peut-être Mathieu. Quand même. Ah, c'est vrai. Ouais, on va faire quand même, on va faire cette démarche-là. Nous, tu sais, on a toujours besoin qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une histoire. Ah ouais, et donc il pourrait bien s'appeler Mathieu. Alors là, c'est... Ouais. Non, mais pleure pas. Je sais pas si je le mérite. Alors, j'avais pas pris le mouchoir. Si, ça nous fera plaisir. Eh ben écoute, ça me ferait plaisir. Et du coup, ça permettra aussi peut-être d'y distiller des pommes. Tu risques de tomber dans les pommes. pommes. Tu risques de tomber dans les pommes si tu continues. Donc, toi qui nous regardes, n'hésite pas à partager cet épisode si ça t'a plu. Potentiellement, ça plaira à quelqu'un de ton entourage. Hein, et puis, c'est important aussi pour moi, pour nous, hein, de partager un petit peu l'échange qu'on a eu. Merci encore, Gwenel et Stéphane. Oui, et Pépite aussi. Et Pépite, oui. Pépite. Merci à toi. Regarde, Pépite. Regarde, il reste une poire. Merci pour elle. Au revoir, Pépite. Merci beaucoup. À bientôt et santé. Santé. Allez, santé. Allez, une dernière pour la route. Allez. Voilà.